vous êtes là. J'ai trouvé d'autres diapos. Tirez-vous une bûche. On repart la machine. Première diapositive. Ah, ça a l'air de rien comme ça, mais ça, c'est une bizarre d'histoire qui nous vient du Cap de la Madeleine. Une nuit, le père d'Argis revient chez lui avec son canot rempli de sacs de farine du Cap de la Madeleine. Mettons qu'il n'avait pas trop l'habitude de naviguer à une heure aussi tardive sur le fleuve Saint-Laurent. En tous les cas. Soudainement, le canot s'immobilise dans la nuit noire. Plus moyen d'avancer. C'était comme étrange, puis un peu épeurant aussi. Ça fait qu'il prend son aviron et son courage à deux mains et il commence à avironner avec force. Bien oui donc. Puis go bas aussi. Rien pantoute. Le canot n'a pas bougé d'un poil. C'est comme si une force mystérieuse le retenait en place. Puis tout à coup, il y a eu toutes sortes de bruits étranges autour de lui. Des flamèches. Des flamèches ont commencé à courir sur les bordures de son canot. Et puis là, juste en face est apparu, oui, je le voyais, là, il est juste là, un gros feu follet. Un gros feu follet ayant la forme d'une grosse dinde noire en colère. Je vous l'ai dit que c'était une histoire un peu bizarre. Le père d'Argis prend son aviron et essaye de frapper le feu follet. Une force soulève le canot dans les airs et le père d'Argis tombe dans les pommes. Le lendemain, quand il a enfin réussi à atteindre le rivage, il essayait de se convaincre que ce qu'il avait vécu la veille était juste une espèce de terrible cauchemar. Mais la légende raconte qu'il avait le visage. Et puis les mains, toutes gratignées. Ah. Depuis cette nuit-là, le père d'Argis s'est juré de ne plus jamais naviguer sur le fleuve Saint-Laurent à une heure aussi tardive. Parce que des feux follets qui ressemblent à des grosses dindes noires en colère, ça fait peur. Bon, c'est assez. Prochaine diapo, next stop. L'île aux Coudres. Louise avait un fiancé qui, un beau jour de printemps, est parti en bateau pour les vieux pays pour un voyage d'affaires. Et puis, il était convenu qu'il allait être de retour au plus tard à la fin du mois de septembre pour leur mariage. Arrive l'automne, les dernières volées d'outardes traversent le ciel de l'île aux Coudres. Mais Louise n'a toujours pas de nouvelles de son fiancé. Il a dû arriver un contretemps, quelque chose. Oh non, ou un malheur. L'hiver passe, et le printemps suivant, quand il était devenu évident que quelque chose était arrivé à son fiancé, Louise avait pris l'habitude de passer tout son temps sur la pointe de l'île, à errer, à scruter l'horizon, puis à pleurer sans cesse. Et puis un jour, elle n'est pas rentrée chez elle. Alors tous les gens du coin se sont inquiétés. On a commencé à la chercher partout. Pendant des jours et des nuits, on l'a cherchée. Et un beau matin, son père remarque à la pointe de l'île, là-bas, là, juste là, une roche, une grosse roche qu'on n'avait jamais vue avant. Une roche entourée de fleurs sauvages et de laquelle coule un léger filet d'eau. Alors il se rapproche de la roche, l'examine de près, fait juste approcher son oreille doucement. Et puis il a compris. Il a compris que sa fille Louise s'était transformée mystérieusement en roche. Et puis qu'elle pleure depuis ce jour-là. Son fiancé
disparu en mer. En tout cas, si jamais un jour vous allez aller l'eau coudre, ouvrez l'œil, tendez l'oreille. Vous rencontrerez peut-être Louise, la roche pleureuse. Prochaine histoire, next story. Ça, le monstre du lac de Saint-Néré. Ça, c'est une histoire niaiseuse, je vais vous la raconter. Un jour, il y avait des enfants qui s'amusaient avec des wawarons au lac. Ils les attrapaient, ils les rejetaient dans l'eau, ils les rejetaient sur la rive. En tout cas, ils jouaient comme à la balle avec les wawarons. C'est un peu ridicule. Ils sont de même, les enfants, que voulez-vous? Bon. Après 1 heure ou 2 de pitchage de wawarons comme ça, l'eau du lac s'est mise à frétiller. La terre s'est mise à trembler tout autour. Et un monstre, comme un espèce de gros wawaron géant, a surgi des profondeurs du lac pour attaquer les enfants. Ils ont eu la peur de leur vie, ils se sont mis à brailler et sont partis à la course en direction du village pour aller raconter leur mésaventure. Un monstre féroce qui habite dans les profondeurs du lac. Faut le faire. En moins de 2, tous les pêcheurs du village se sont retrouvés dans leur chaloupe et se sont garochés sur le lac pour aller à la rencontre de la bête. Et ce qui devait arriver est arrivé une 2e fois. L'eau s'est mise à bouger, à frétiller, la terre s'est mise à trembler, et le monstre, comme un wawaron géant, surgit des profondeurs de l'eau. Il n'était pas content. Il s'est attaqué à toutes les embarcations avec ses pattes palmées. Là. Il vire un canot par là, une chaloupe par là. Tous les pêcheurs se sont retrouvés hurlant de peur dans l'eau, tandis que le curé, qui était debout sur la grève, comme une espèce d'hystérique, il priait pour le salut de leur âme. Et le monstre est retourné dans le fond du lac. Et depuis ce jour-là, à Saint-Néré, on raconte que si on dérange ou qu'on blesse les petits wawarons, eh bien, le monstre, il va revenir. Morale de cette légende-là, arrêtez donc de garrocher des grenouilles, les enfants, c'est-tu clair? Franchement. Prochaine diapositive. Ça, c'est à Shawinigan, puis ça raconte l'histoire d'Édouard Tassé aux forges de Saint-Maurice, qui était capable de boire des litres et des litres de métal en fusion à cause de son estomac double. Son estomac double. Ouais. Puis c'est ça qui est ça. Prochaine diapo. Voyons, qu'est-ce que c'est ça encore? C'est une photo d'un anniversaire de mon filleul Xavier. Les gars, c'est qui a mêlé des photos de famille avec mes affaires, là? Hein? N'importe quoi, c'est dur. Prochaine photo. Ça fait peur. L'histoire de la petite possédée de Saint-Zéphirin. Le meunier Benoît avait une fille. Et puis, depuis quelque temps, il trouvait que sa fille avait comme des comportements un peu bizarres. Par exemple, à un moment donné, les deux se promènent en carriole dans une forêt. Et puis la fille demande à son père s'ils ne peuvent pas s'arrêter pour faire monter un chien. Un chien noir qui venait tout juste de sortir d'un petit buisson, là, un peu par hasard. Son père accepte, le chien monte. Aussitôt embarqué sur la carriole s'est mise à léviter comme ça, elle s'est mise à monter, à voler mystérieusement, à tourner sur elle-même. La fille s'est mise à rire à gorge déployée. Puis elle s'est mise à parler en utilisant des mots et une langue étrangère. On a pris le chien, on l'a débarqué de la carriole qui, elle, est retombée au sol aussitôt. De retour au village, le meunier Benoît est allé voir le curé, puis il lui a parlé de cette histoire-là. Pour lui, il n'y avait pas de doute. Le diable avait pris possession du corps et de l'esprit de la petite. Le soir même, le curé s'est retrouvé à la maison des Benoît avec tout son attirail pour pratiquer un exorcisme. Il y avait toute la patente. Il y avait ses crucifix, sa Bible, ses chapelets, puis ses litres d'eau bénite, puis toute la patente. Il y avait juste une exigence, par contre. Il voulait qu'on lui apporte un jeune cheval noir de 6 mois, pas plus, pas moins, et qu'on monte le cheval dans la chambre de la petite à l'étage.
Imaginez ça, vous. Monter un cheval au premier étage d'une maison, faut le faire. Quoi qu'il en soit, le meunier Benoît a trouvé le jeune cheval noir et l'a monté dans la chambre de la petite. L'exorcisme a duré toute la nuit. Et au premier rayon du soleil, le lendemain matin, on a entendu le cheval hennir et ruer avec force et violence. Le diable était passé du corps de la jeune fille au cheval. Et soudainement, l'animal s'est garoché au travers la fenêtre de la chambre de la petite, est atterri une dizaine de mètres plus loin et s'est mis à galoper en direction du lac Saint-Pierre. Aussitôt arrivé dans le lac, il y a eu un gros nuage de fumée et un bruit semblable à celui qu'on entend quand on plonge du fer rouge dans de l'eau. Psh, psh. Puis soudainement, plus rien. Le silence. Le cheval avait disparu dans les profondeurs du lac. Et la jeune fille est descendue de sa chambre avec le curé, tranquillement, détendue, le sourire aux lèvres. On l'avait libérée. Depuis que je connais cette légende-là, à chaque fois que je vois, disons, un jeune cheval noir de 6 mois, pas plus, pas moins, dans un champ, j'ai comme une espèce de gros frisson qui me traverse tout le corps. Prochaine diapositive. Ah, ça. La tragique et la belle histoire de Louis Gauthier et Mathilde Robin aux Chutes Montmorency. Louis et Mathilde étaient follement amoureux l'un de l'autre et puis ils allaient se marier bientôt. Mathilde avait d'ailleurs cousu elle-même sa robe de mariage, toute blanche, mais refusait évidemment que Louis la voie avant le jour des noces. Ça, c'est la coutume. Mais un drame était en train de se dessiner. L'armée anglaise était arrivée par le fleuve Saint-Laurent et s'apprêtait à attaquer la Nouvelle-France. Des bateaux, des dizaines de bateaux, étaient là, juste là, tout près de Québec, bondés de soldats anglais. Les femmes, dont Mathilde, et les enfants ont suivi les indications des curés et puis sont allés se cacher dans la forêt. Les hommes, eux, dont le valeureux Louis, qui était également soldat, se sont préparés à la bataille des Chutes de Montmorency. Pendant toute une nuit, les habits rouges ont essayé de gravir la falaise, mais le mauvais temps et le courage des soldats français et des Amérindiens qui défendaient chèrement leur terre est venu à bout de l'armée anglaise. Et la bataille des Chutes de Montmorency s'est soldée par une brillante victoire des Français. Mais Louis n'est jamais revenu de la bataille. Et Mathilde a cherché partout sur la grève le lendemain, toute la journée, pour essayer de retrouver son amoureux. Elle l'a finalement retrouvé, il était là tout près de la rivière Montmorency. Et l'histoire raconte que dans les instants avant de mourir, il répétait son nom. Il appelait son nom Mathilde. Mathilde. Prise de désespoir, Mathilde a erré comme une somnambule au pied des Chutes Montmorency. Et puis, à un moment donné, sans hésiter, elle a gravi la falaise et monté jusqu'en haut à un endroit que Louis et elle aimaient tant aller. Elle a enfilé sa robe de mariage, toute blanche. Et sans hésiter une seule seconde, s'est approchée, a ouvert les bras, comme ça, et s'est laissée tomber dans la chute. Les gens du coin racontent qu'on voit parfois une dame vêtue de blanc qui erre au pied de la chute comme ça. Et on raconte que c'est le fantôme de Mathilde Robin qui cherche dans le bouillon de la chute le corps de son bien-aimé.
Je pense que ça va être tout pour notre petit slideshow. Vous savez, j'aurais pu continuer comme ça pendant 1 heure ou 2. J'ai une valise ici remplie de contes, de légendes et d'histoires de chez nous qui ont traversé le temps. C'est fou de penser que dans un petit carré en carton blanc comme ça, il y a plein d'histoires. Des histoires qui se révèlent seulement quand on regarde comme ça au travers de la lumière. Des histoires aux odeurs de feu de camp, de Catalogne de grand-mère ou de chaises berçantes qui craquent. Et je pense que c'est important de se rappeler ces histoires-là puis de se les raconter 1 fois de temps en temps. Dans le fond, c'est pas compliqué. Vous avez juste à vous tirer une bûche, à ouvrir grandes les oreilles et à vous laisser bercer.